Yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est ton gars, le Big Ced, sur TikTok, sur IG, partout. Nouvel épisode de RDG, Rendez-vous du Game. C'est l'émission où on vient connaître tous les déçus et les dessous du game. Aujourd'hui, je reçois une légende du rap ivoire, de la musique ivoirienne, de la musique africaine. Vous le direz chez vous. Aujourd'hui, je reçois Mr. Bey. C'est comment? C'est comment, mon vie? On est là, on est calé, Voilà, tranquillement. Marie. Ça dit quoi? Ouais, bienvenue. Merci. Ah, merci, ouais. merci, Oui, merci. Ton thé est sérieux, c'est que, Oh là c'est que là. Bengue agit un peu, tu vois. Oh là là, ça c'est les clichés, ça. Tiens, ça, Non, on peut avoir ça ici. quand nos quartiers ont dit, ouais, non, le gars qui est Bing, ça veut dire que son thé, etc., etc. Bref, Yeah. bienvenue. Merci. Bienvenue. On a beaucoup de choses à dire. Ouais. Surtout toi. Moi, je vais beaucoup plus écouter, en tout cas, dans la mesure du possible. Tu es là, tu es un pont. En vrai de vrai, tu es un pont pour beaucoup de choses. Et on va développer sur ça. Mhm. Mais avant tout, tu es beatmaker. Tu es beatmaker. Tu as travaillé avec des noms comme Arafat DJ. Et je vais me bloquer sur ce nom-là. Mhm. Mais avant qu'on parle d'Arafat, avant qu'on parle trap décalé, Mhm. moi, j'ai bien envie que tu me dises comment le beatmaking commence pour toi. Ouais, le beatmaking, c'est une longue histoire. Ah, en fait, je pense que, avant de commencer, je pense que je devais être beatmaker avant même de savoir ce que c'est. OK. Parce que ma façon d'écouter la musique, quand je repense à ces époques-là, ça a toujours été une oreille un peu beatmaker, OK. tu vois. Depuis petit, j'écoutais les cassettes de mes parents Mhm. quand j'étais en France, parce que je suis né en France, j'ai grandi une bonne partie en France jusqu'à ce que j'ai 9 ans. OK. Et déjà là-bas, j'avais une préférence pour, tu vois, tout ce qui est cassettes, Mhm. tout ce qui est compilation. Parce qu'avant, il y avait des compilations que les gars faisaient, des hit machines, des trucs comme ça, Ouais. qui compilaient tous les sons les plus écoutés de France, tu vois. OK. Donc, j'écoutais beaucoup ça. J'écoutais beaucoup ça jusqu'à ce que je tombe sur les premières musiques africaines que j'ai écoutées de ma vie, OK. qui sont Mewé et Alpha Blondy. Ah ouais. C'est la première musique africaine que j'ai entendue de ma vie, c'était eux. OK. Mais ouais, Alpha Blondy. Ouais. Déjà, ça commence bien. Godéba de Mewé, Ouais. Fanta Diallo d'Alpha Blondy. Ça, je me rappellerai toute ma vie. OK. Parce que c'est des chansons qui, au départ, quand j'entendais un peu les sons des parents, là, ça me sautait pas aux oreilles. Mhm. Mais dès que j'ai entendu ces deux sons, tu vois, je me suis dit, ah, ça là, c'est pas comme ce qu'on écoute ici, c'est pas comme qu'on met à la télé, c'est pas les mêmes choses, tu vois. Mhm, mhm. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à accorder un peu d'importance à ce qui se passe en dessous de la musique, mais inconsciemment, tu vois. Ouais. Après, les années ont passé, tout. Et pour faire un peu court sur cette histoire, je découvre le logiciel FL Studio Ouais. 8 OK. en 2008. OK. J'étais en première. OK. C'était un de mes potes, Ake Paul, vient balancer son nom, il sera content. OK. Ake Paul qui me passe le logiciel, la version démo du logiciel FL Studio 8. Mhm. Et à partir de là, je commence à explorer le truc, quoi, comme si c'était une chambre de jouets, tu vois. Mhm. Moi et mon frère. Parce OK. que c'est à cette même année que moi et mon frère, on commence le beatmaking. Ah ouais. Ouais. Donc là, je commence à faire des prods et tout. Mais à cette époque, il n'y avait pas Internet déjà pour que je puisse avoir, comment dire ça, les tutos et tout ça. Ouais. Il y avait pas, j'avais pas tout le matériel. J'avais que un ordinateur Pentium 2, Mhm. le clavier, des petits écouteurs du marché pour pouvoir commencer à faire ce que j'ai envie de faire. Et j'avais pas le crack de FL Studio. Ouais. Du coup, on peut pas enregistrer. Du coup, je pouvais pas enregistrer Ouais. les projets. Ouais. Donc, j'étais obligé de faire des sons Mhm. finis, les exporter pour pouvoir les écouter. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que si je fais pas ça, que je ferme le projet disparaît. C'est mort. Ouais. Ça fait que ma première instru que j'ai faite
je l'avais faite avec une structure déjà, 8 mesures, patati, paf, direct, tu vois. Et ça fait que moi et mon frère, on s'est entraînés comme ça sur 2-3 ans. Ah ouais. Ouais, faire des instrus, des sortir. Genre, une instru par jour. 1 ou 2 instrus par jour, tu vois. Mais sans pression, hein, sans mode... on se disait pas, genre... on va faire ça. Non. On était juste passionnés. Ouais. On voulait juste avoir, tu vois, le même grain que les Américains, ce genre de trucs. Là, tu vois. Donc, en gros, c'est comme ça que ça commence. Ok. Mais tu parles tu commences avec ton frère, mais il y a forcément, tu vois, quelqu'un qui contamine l'autre. Ou bien vous découvrez chacun son côté. Et puis Non. Ah ouais, mon frère, là, je comprends pourquoi les gens disent souvent que c'est comme si on est des jumeaux. On a à peu près tout découvert, à peu près. Tout découvert en même temps. Ok. Tu vois, parce que moi, ma mère, elle nous a toujours éduqués un peu comme si on avait le même âge, comme si on était des jumeaux, tu vois. Ok. Vous avez combien d'années de différence? 2. Ok. Tu vois. Et donc, vu qu'on a appris le beatmaking en même temps, genre sur le tas, on écoutait les mêmes choses. Ok. Tu vois. Et en vrai de vrai, ce qui a vraiment fondé notre culture musicale, je ne sais pas si je peux faire de la pub ici, c'est Radio Jam. Ok. Ouais, c'est-à-dire que quand nous, on est arrivé en 99, je pense que c'est à cette année-là que Radio Jam ouvrait. Et vu qu'on est venu avant toutes les affaires de France, on n'avait pas la télé au départ. Ouais. Tu vois. Donc, mon père, il nous disait, bon, pour vous occuper, si vous ne pouvez pas sortir, comme vous n'avez pas encore de camarades, il y a la radio. Ouais. Or, nous, on n'aimait pas la radio de base. Mais c'est là qu'on a commencé à kiffer la radio. Parce que quand on était à la maison, qu'il n'y avait rien à faire, c'était la seule chose. Donc, on mettait Radio Jam en boucle. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de pub, il n'y avait pas d'émission. Donc, c'était que les sons qui passaient. Et c'est là qu'on s'est mangé la musique. En fait, la culture musicale qu'on dit que j'ai là, c'est là que je me la suis mangée même. Ouais, c'est-à-dire que tu mets la radio. Ouais, la radio, j'écoute à fond. Ouais, je connaissais même les heures auxquelles tel son passait. Ouais, tellement j'écoutais tout, tu vois. Ouais, je vois. Le père fondateur. Adi. Tu vois. Ouais. Et ça, Radio Jam, avec des messieurs comme Joël Amos Badi, ils ont formé notre culture musicale, ceux-là. On écoutait des World Chart Show à l'époque, qui étaient des classements de musique aux États-Unis. Ouais. Toutes les émissions de musique, on écoutait, tu vois. Et ça, c'est ça qui nous a fait naître cet amour de la musique, tu vois. Comme je te dis, inconsciemment, on ne savait pas que c'était le beatmaking, mais tu vois, on écoutait avec plein de détails, tu vois, ce son, la prod derrière, comment c'est, tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Et c'est là que ça nous a piqué tous les deux, en vrai, de vrai. Ok. Tu vois. Et vu qu'à l'époque, on n'avait pas, c'était bien avant qu'on ait des ordinateurs, des téléphones et tout, bon, on prenait le téléphone de ma mère, tu vois, et on faisait des, entre guillemets, des notes, genre comme des notes vocales, genre enregistrement vocal. Ok. Et on enregistrait les sons qui passaient, qui nous plaisaient. Ouais. Après, on réécoutait, genre, comme ça. Tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que souvent, on développait des idées de prod. T'imagines s'il y avait une instru comme ci, comme ça. Comme ça, quand genre, on s'amusait comme ça. Ok. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir cet amour un peu technique là, de la musique. Ok. Ouais. À quel moment ça commence à devenir une profession? C'est bien plus tard, hein. Ouais. Ouais, parce que je commence le beatmaking en 2008. En 2008, j'étais en première. Après, j'ai eu mon bac 2 ans après, parce que j'ai redoublé. Ok. J'ai eu mon bac 2 ans après. Et de 2010 jusqu'à 2015, je faisais des prods. Je pensais pouvoir placer, mais en vrai, je n'avais pas le niveau pour ça. Je n'avais pas vraiment le niveau. J'avais des idées un peu folles. Les gars me disaient, ouais, c'est lourd. Mais je n'avais pas le niveau technique pour placer et je n'avais pas les artistes pour ça. Parce qu'à cette époque, je ne faisais pas de coupé décalé, je ne savais pas faire ça. Tu vois. C'est vraiment le rap qui m'intéressait. Ouais. Il n'y avait pas les rappeurs pour ça. Il n'y avait pas les rappeurs qui avaient la mentalité pour ça. C'est-à-dire, genre, voilà, toi, tu fais des instrus, c'est pas comme aux États-Unis, on s'en bat les couilles de toi. Tu vois. Ouais. Et c'est vraiment vers 2015, 2016 par là que ça commence à devenir professionnel. Parce que
je rencontre Hypercute Ouais. sur Internet, Ouais. qui avait commencé à écouter mes prods sur SoundCloud. OK. Et il m'écrit. Et il me dit que ouais, qu'il bosse sur une mixtape et qu'il aimerait bien des prods à moi. Parce OK. qu'il a écouté 2-3 prods qui lui plaisaient, tu vois. OK. Donc, je lui envoie des prods, il pose et tout. Bon, les sons de l'époque, c'était jamais sorti. Ouais. Mais il me dit ouais, qu'il va s'installer à Abidjan, qu'il va commencer à ouvrir un studio. Ce serait bien si je pouvais passer pour qu'on bosse. Ouais. C'est dans ça qu'il ouvre son studio à Angresta 9B. Ouais. Et que moi, avide de musique, après avoir tourné dans quelques studios où ça ne s'est pas forcément bien passé, Ouais. j'arrive chez Hypercute et puis c'est à partir de là que je deviens, entre guillemets, beatmaker résident OK. de Angresta 9B. OK. Ouais. OK. Du coup, quand vous commencez la collab, je suppose que tout n'est pas déjà fait. Non. Je suppose que c'est pas le studio où j'étais là récemment, là. C'est-à-dire qu'en termes d'équipement. C'était déjà pas loin. Hein. Ah ouais? Ouais, si. Parce qu'il avait. Enfin, lui, il était sérieux dans son truc. OK. Tu vois, il n'est pas venu ouvrir pour dire il va faire des trucs au quartier. Lui, il voulait vraiment faire un gros truc. Tu vois. Donc, il avait déjà la même carte son, la carte son qu'elle a, là, que tu as vue là. Ouais. C'était déjà la même. Les ancêtres, c'était déjà les mêmes. C'était la même peinture. C'était pareil, tout. Okay. C'est juste qu'il y avait. Non, c'était pareil. Okay. Tout était pareil. Okay. C'était pareil. OK. Donc, de là, tu commences à prendre la chose au sérieux, etc. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de la première prod que tu places en mettant Hypercute à part? Et en même temps, et en mettant les stars à part. Non, tout inclus. Hein. Tout d'artistes confondus. Ouais, ouais. Là, je sais pas. Hein. Là, je me souviens plus trop. Hein. Quand on a commencé à bosser, je sais plus c'était qui était le premier qu'on a placé. Mais tu vois, on faisait des produits finis à 70 000. On divisait ça en deux. Bon, tu vois, c'était pas easy, quoi. Mais on n'avait pas de problème avec ça. OK. Avec le fait de commencer comme ça, genre, déjà, on n'avait pas d'exemple de gars comme nous. Si c'était pas Shadow Chris, pour moi, personnellement, parce que moi, c'était un exemple pour moi à cette époque, tu vois. Mais je connaissais pas ses réalités financières. Genre, je savais pas, ils vendaient des produits à combien. Donc, nous, là, Joe, on s'est dit, on fixe tel prix, et puis on y va, tu vois. OK. Maintenant, quelle est la première personne à qui j'ai placé une prod? C'est trop loin. Ouais, c'est trop loin. Ouais. Il y a une question que je devais poser. Je vais te la poser là tout de suite. Est-ce que tu apprends le solfège et tout le truc pour faire du beatmaking ou bien tu te lances dans le truc comme ça? Je me lance dans le truc comme ça. Ouais. J'ai fait l'INSAC, mais je n'ai pas fait la musique là-bas. Qu'est-ce que tu as fait à l'INSAC? J'ai fait le graphisme là-bas parce que de base, ce pourquoi on me connaissait artistiquement parlant, c'était le dessin. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Donc, quand je suis allé là-bas, c'était plus dans ce sens-là. Mais pas pour la musique. La musique, j'avais une façon de voir la musique que je n'ai jamais voulu changer. OK. Notamment à travers les samples, notamment construire des prods à partir des idées plutôt que de construire à partir de l'inspiration au jeu. J'ai pas de problème avec ça, mais moi et mon frère, on a vraiment commencé par le sampling. OK. Tu vois, c'est la base, en fait. Ouais. C'est notre base, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de samples, tu es reconnu pour ça dans le game. Ton frère aussi. Finalement, on comprend puisque vous évoluez avec les mêmes influences. Mais moi, j'ai bien envie de connaître ces influences-là en termes de sampling. Tu vois, parce que cette vidéo-là, j'espère bien que des beatmakers en herbe vont la regarder. Et je pense que ça les intéresserait de savoir. OK. Ouais. Mes références, c'est-à-dire les artistes qui m'ont inspiré dans ce sens-là. Ouais, artistes, beatmakers, tout ce que tu veux, hein, en vrai. Bon, les premiers qui m'ont inspiré dans le sampling, on va dire, c'est Kanye West et Daft Punk. OK. Des gros sampleurs, tu vois. Mais ils m'ont influencé dans la façon de faire, mais ceux qui m'ont influencé dans la couleur, c'est plus Timbaland, Dr. Dre indirectement, parce que en vrai, je suis pas un fan attitré de Dr. Dre, mais sa façon de construire les prods, surtout à l'époque de 50 Cent, où tu pouvais jamais avoir 2 fois la même prod, tu vois. Ça m'a vraiment influencé. Et en termes d'ambiance aussi mélodique, Noah Forti Shebib de Drake
et T-Minus aussi de Drake. Enfin, leur groupe de Canadiens qui m'ont beaucoup aussi influencé et qui ont donné un peu la couleur que j'ai aujourd'hui en vrai. Okay. Et surtout, ça c'est le dernier, mais c'est plus pour mon penchant pour la trappe décalée, Sango, qui est un beatmaker américain qui de base s'est fait connaître parce qu'il samplait beaucoup de musique brésilienne pour la coller à la trappe. Ça, c'est vraiment lui qui a fait que je me suis dit, ah, mais ça, on peut faire ça avec la musique ivoirienne. Et c'est là que tout a commencé. Ok, tu m'as lancé sur un sujet. Tu as parlé de trappe décalée. Moi, quand tu me dis trappe décalée, je pense à un seul individu. Je pense à Arafat DJ. Comment naît la connexion entre toi et le Burisama? Waouh, c'est long. Déjà, Arafat, faut dire la vérité, pas à son âme. C'était pas un artiste que je kiffais de fou avant. Voilà, c'est genre musicalement de base, il m'inspirait pas, tu vois. Il a commencé, en fait, le déclic avec Arafat, ça s'est fait en un coup. Tu vois, à l'époque où il y avait eu comment on appelle cet événement, Kora, en Côte d'Ivoire, où Chris Brown est venu, tout ça. Bien sûr. Cette époque-là, j'étais au Kora. Mais je ne sais pas combien on a de temps pour expliquer ça. On a tout le temps. Ok. En vrai, à l'époque, je n'avais pas d'argent. Pour aller dans des coins comme ça. Mais moi et mon frère, pas mon frère de sang, mais j'ai un autre gars, moi, qui s'appelle William Kanga. On avait ce truc-là que quand il y avait des concerts qui nous plaisaient, on se levait, on partait, même quand on n'avait rien. Et on se levait et on se disait, Joe, il va créer une situation, on va rentrer, tu vois. Et le truc, c'est qu'au départ, quand on se disait ça, c'était vraiment comme ça. Mais on rentrait dans des concerts, genre, sans payer. Ah ouais? Oui. Peut-être 2, 3 comme ça. 3, 4 comme ça. Concert de Caris, concert de Zao. Concert de... Ouais, Caris, Zao. Et Kora. Mais comment vous faites? Je sais pas, on se lève comme ça. En fait, tu vois, ce genre de truc, de scène-là, quand tu comprends ça, tu peux comprendre comment j'ai fait pour en arriver là. Vous voyez, ce genre de truc-là, ça m'a trop fait me dire que, frère, en fait, tu peux tout faire, man. Ouais, je vois. Et genre, pour Kora, pour faire court, on voyait, on savait que Chris Brown était là et tout. Et on se disait, Joe, Chris Brown, attends, on s'en bat les couilles. Et c'est quand ils ont dit, ah, Rihanna est là, ça nous a camé un coup. Vas-y, mes petits. Il y a Rihanna est là. On va pas essayer de monter. Mais tu vois, là, on parle comme si, genre, on va payer pour rentrer. Or que nous, dans nos têtes, non. On va marcher, on va rentrer, on va peut-être causer avec les gardiens, on va rentrer, pop. Et c'est comme ça qu'on a fait. À ce moment-là, moi, j'habitais à Cocody, lui aussi. On a marché, on est arrivé à l'hôtel, il voit, vite fait, on voit toutes les dispositions de sécurité. Bon, ça, peut-être si les gens voient ça, on voit toutes les dispositions de sécurité. Petit, c'est rien, allons. Donc, on marche, on voit le premier gardien. Ah, mon vieux, c'est comment? Ouais, les petits, on dit quoi? Ouais, on est là. Eh, mon vieux, tu connais, nous, on est venu voir un peu les artistes, on dit Rihanna est là. Oui, la petite, elle est là, elle était là, elle était en train de fumer, On cause avec le gardien. Au fur et à mesure qu'on cause, on s'approche un peu de l'entrée. Et puis, je crois, à un moment, il y a eu, je sais pas, des échauffourées, je ne sais quoi. Et les gens étaient un peu mélangés. C'était un peu la débandade, tu vois. Et il y a des gars de la sécurité qui ont pris toutes ces personnes qui avaient payé pour être dans l'hôtel Ivoire, pour les faire rentrer dans l'hôtel Ivoire pour que les artistes passent. Et vu que nous, on était à côté d'eux, ils nous ont mélangés pour nous faire rentrer. Du coup, vous êtes rentrés on est rentrés. Avec ceux qui ont payé. Voilà, avec ceux qui ont payé. Donc, on se regarde petit, tu as vu, non? Oui. Donc, on est dedans maintenant. Et une fois qu'on est dedans, on a vu toutes les stars. On a vu Drogba, on a vu Mewe. C'est là que j'ai vu Mewe pour la première fois. On a vu Edoxy Yao. Ce qui est drôle, c'est que Edoxy Yao avait dit qu'elle avait massé Chris Brown. Mais c'était vraiment. Quoi? C'est ce jour-là qu'elle l'a fait. Ce jour-là, on était en face de l'ascenseur où Chris Brown montait pour aller dans sa chambre. Et Edoxy Yao est venu.
On dit, ma chérie, tu vas où? On dit non. Elle dit non, moi, je dois masser l'artiste. Oh, ah oui, c'est vrai. Elle est montée. Attends, c'est sérieux cette Non, histoire? c'était vrai, cette histoire-là. Ça fait que quand moi, j'ai vu le buzz dessus, ça me faisait rire. C'était vrai. Ah ouais. Tu vois? Donc là, tu viens de lever. Ça, Ouais, non, j'ai levé le voile. Ouais. Ça, c'était un vrai son. Ok. C'est devant nous-mêmes. Mhm. À cette époque, elle n'était pas trop connue, tu vois. Ouais. Et tu vois, tout ça, là, ça se passe pendant que nous, on est assis à P-Square. Mhm. Mais à l'époque, nous, on n'avait pas la vision de l'afro patati. Donc, nous, Ouais. on est assis, P-Square, comme là, tu vois. Et on est en train de regarder ce qui est en train de se passer, genre où ils remettent les trophées, là, où Ambak, paix à son âme, a remis, Paix à son âme. je crois, le Cora à Arafat, si je ne me trompe pas. Si. Et quand ils lui ont remis le trophée pour que Arafat monte sur scène, ils ont mis Pankaka. Ouais. C'est là, ça a fait électrochoc dans ma tête. Ouais. Lui, là, c'est un génie, en fait. Alors que de base, je ne l'écoutais pas. Pankaka, paf, dans ma tête. Je me suis dit, non, ouais. En fait, lui, il est fort. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi pas sampler Pankaka pour faire un son? Et c'est là que j'ai commencé à creuser un peu dans les sons d'Arafat pour commencer à travailler dessus, faire ce que j'ai fait aujourd'hui, travailler ça, tu vois. Et à l'époque, j'avais un artiste qui s'appelle Tereli, ouais. en qui je croyais fort, tu vois. Et lui, on a fait un titre avec lui qui s'appelle C'est nous les champis. Et là, j'avais samplé un son de DJ Arafat, le son de DJ Arafat où il insultait les éléphants. Là. Ouais, je vois le son. Il parle de Yaya Touré. Et c'est ça que j'ai samplé. Et on a fait ce titre-là avec Tereli. Et bon, le titre a fait ce que ça devait faire, mais ça arrivait aux oreilles de Yoro. Ouais. Je sais pas comment. Ouais. Bon, après, moi, j'ai pas des rapports de fou avec Tereli, tu vois. Ouais. Donc, quand Yoro rencontre Tereli, il fait comprendre à Tereli que ton beatmaker, fais-le venir. Ouais. Mais je ne sais pas pour quelle raison, il concrétisait pas le truc. Ok. Tu vois, c'est-à-dire on pouvait se croiser dans la ville ou machin, mais il me disait pas que Yoro veut te voir, faut qu'on organise. Ok. Tu vois, donc ça fait que Yoro l'a relancé plusieurs fois pour ça, et lui, il créait pas la situation. Ok. Jusqu'à ce que je ne sais plus par quel intermédiaire, on me dit que il habite pas loin du studio Angry Star 9B, que il faudrait qu'un jour tu puisses passer. Ça, je dis ok, en tout cas le jour où vous êtes prêts, vous m'appelez. Le jour où ils étaient prêts pour m'appeler, ce jour-là, j'étais à l'INSAC, je devais rentrer en composition. Il était peut-être 14-15 heures comme ça, à 2 minutes de l'entrée pour composer là. C'est là on dit, Yoro veut te voir quoi. Tu vois? Ouais. Bon, j'ai pas aucun suspense, frère. Dès qu'on dit Yoro veut te voir, j'ai pris mon Warren. Directement, je suis allé. Je vais voir chez Yoro. C'est dans ça que moi, je l'ai rencontré pour la première fois. J'arrive chez lui. Tous les holopacha étaient là, eux tous. Le salon est là, ils sont posés, pas des musclés au machin. Ils sont en train de regarder Vaidei. Ok, le niveau de détail. Non, je me rappelle de tout. J'adore. Tu vois, quand je les ai vus, ça m'a fait rire, mais il est laissé. Ouais. Et puis, lui était en haut dans sa chambre. Et puis, il dit, beatmaker. Bon, je comprends le message. Ouais. Mais je me lève pas. Ok. Pourquoi beatmaker, man? On voit quelqu'un pour m'appeler ou bien... Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Mais les gars me regardent. On dit, il t'appelle. Hein. Il fait comme s'il n'entend pas. Il m'appelle pas beatmaker. Ouais. Tu vois un peu? Ouais. Donc, après, il y a un gars qui est venu qui dit, le vieux me veut te voir. Il est tranquille. Là, maintenant, je suis monté. On est monté. Il me voit, il me salue. Lui, il a une façon de jauger les gens. Ouais. C'est-à-dire, au premier bol, il voit si tu es un garçon ou pas. Ouais. Tu vois un peu ce que je dis. Et quand il prend et qu'il voit que je lui donne là, il dit ouais. Et puis on se pose maintenant. Ok. Bon, il y avait des gens dans sa chambre, mais bon, bref. Et il a commencé à me poser des questions. J'ai écouté ta prod là, c'est bien, c'est lourd, qu'il aimerait qu'on commence à faire des trucs ensemble. Mais pour lui, c'était commencer là. Ah ouais. Tu vois? Bon, moi, j'étais tranquille, ça me gênait pas. Et après, je sais plus ce qui s'est passé. Et puis, il s'est dit, bon, de toute façon, il faudrait qu'on remette ça parce qu'il doit faire je sais pas quoi. Donc, j'ai pris son numéro. Et c'est à partir de là que moi, j'ai commencé à avoir son numéro. Ok. Et puis c'est là que ça a commencé. C'est en gros. Ok.
Donc, tu veux de nous expliquer comment tu rencontres Arafat, comment il te fait rater une compo. Ouais. Tu étais en quelle classe en ce moment-là? Mais quoi, c'était à l'université? Non, c'était l'université. Ouais, c'était à l'université. J'étais je crois en deuxième année. Ok. Ouais. De quoi? De licence en communication visuelle. Ok. Ouais. Ça remonte à quelle année? Ça remonte à C'est loin. 2016, 2017, par là. 2016. Ok. Je dirais plutôt 2016. Entre cette rencontre-là et le moment où tu places véritablement une prod Pour chez lui. Arafat, il s'écoule combien de temps? Je crois peut-être quelques mois. Ok. Ouais. Et c'est quoi la prod? De quel son? C'est Patata. Ok. Mouvement Patata. Ouais. De base, la prod, en fait, je lui avais envoyé 3 prods, je pense. 3 ou 2 prods. Et il y avait cet instru que j'ai coproduit avec mon frère. Ok. JM on this track. J'ai dit mon frère depuis. Ouais. JM on this track que j'ai coproduit avec lui. En fait, c'est lui qui a commencé la prod de base. Et puis après, moi, je l'ai un peu truc et puis c'est devenu comme ça. Ok. Et il n'avait pas choisi cette prod-là, il avait choisi une autre prod. Donc, du coup, cette prod, bon, je l'ai envoyée à Fire. Ok. À Fireman. Ouais. Et Fire, il s'est dit, bon, vas-y, j'ai testé un truc. Donc, le jour où Arafat devait venir poser sur la prod qu'il avait choisie, avant qu'il arrive, bon, moi et Fire, on était en train de développer sur Mouvement Patata. Chez Hypercut. Ouais. Donc, la prod était en train de tourner en boucle. Et quand il arrive, il ouvre la prod, bah, je pose sur ça. Il dit, ah, mon vieux, c'est pas ce que tu as choisi. Hein. Il dit, ben, aujourd'hui, je choisis ça. Ok. Bon, enfin, c'est yo. Vas-y, bon, vas-y. Donc, à partir de là, il a commencé à développer un peu dessus. Et puis, c'est devenu ce que c'est devenu. Ok. Mais moi j'ai une question. Parce que cette anecdote-là, je l'avais déjà entendue. Ok. Et moi, ma question, c'était, est-ce que finalement Fire avait déjà posé quelque chose dessus? Non, même pas. Genre, on était en train de réfléchir dessus, il était en train de voir les idées, mais vite fait, quoi. Il n'avait pas posé, il n'avait pas gratté, je pense pas. Ok. Ok. Bon, la période, elle est un peu lointaine maintenant par rapport à aujourd'hui. Parce que je sais que dès qu'on parle de jet, de cachet, tout ça, là, les artistes, généralement, vous n'aimez pas trop. Mais est-ce que tu te rappelles du cachet de Mouvement Patata? Si, il m'a payé même. Ouais, ouais. Mais je pense que c'était pas au-dessus de 70 000 ou un truc comme ça. Hein. Comment ça? Oui. Ah ouais? Ouais, non, c'était un truc genre, faut attraper ça. Ok. Peut-être je mens, hein, ouais. Mais ça dépassait pas, c'était pas dans 200 000, c'était pas ça. C'était peut-être entre des 50 là et des Togo 50, un truc comme ça. Ouais. C'était pas vraiment beaucoup. Et c'est Chabez, mon vieux Mouro Chabez, qui était un de ses amis forts de l'époque, qui était venu nous donner ce jet là par rapport à ça. Okay. Et ça englobait la prod et l'enregistrement et tout. Okay. Donc, je pense pas en être sorti avec 100 000. Non. Mais à l'époque, j'imagine que tu es quand même content, fier de... Oui, man. En fait, genre, je travaillais avec d'autres artistes du rap ivoire qui n'avaient pas encore le niveau que ça a aujourd'hui. Genre, tu ne pouvais pas dire j'ai produit pour tel et être fier si ce n'était pas Kiff No Beat seulement. Ouais. Et le premier artiste hors rap ivoire qui pose sur ma prod, c'était Yoro. Ouais. Donc, moi, dans ma tête, ça sonnait autrement. Ouais. Ça me faisait me dire que, ah, petit. Il y a quelqu'un, en vrai. C'est juste que les gens ne savent pas encore. Tu vois? Et même le son, quand il sort, c'est un carton. Hein. Un carton, bon, c'est un peu trop dire parce qu'il n'avait pas trop confiance. Lui? Oui. Ah ouais? En fait, il savait que le son était lourd. Mais il m'a dit un truc là. En fait, après Mouvement Patata, quand on l'a posé, on a fait d'autres sons. OK. Et à l'époque, il avait fait un son avec Tereli qui s'appelait Poclé de 10 000. Ouais. C'était avant Poclé de 200 avec Kiff No Beat. Okay. Et Poclé de 10 000, c'était vraiment la trappe décalée d'aujourd'hui. Là. Okay. On était en 2016. Hein. Et qui fait l'esprit, qui fait tout le truc, ils ont posé, c'était lourd. Mais quand on a fini, là, il me dit, en fait, c'est lourd, hein, mais il pense que les Ivoiriens ne sont pas encore habitués à ce groove. OK. Genre, ils comprenaient. Hein.
Genre, c'était Maïmouna déjà, tu vois un Ouais, peu. ouais. Mais il dit non, ça, là, les Ivoiriens ne sont pas encore habitués à danser sur ça. Ils sont encore habitués à mes trucs là, genre Ouais. Padompo, les trucs Ouais, comme ça. ouais. Et je pense que c'est à l'époque qu'il devait sortir soit Padompo, soit Agbagnan. Oui, il y a un son entre les deux. Là. Ah, j'ai oublié. Et genre, il me disait que les gens étaient encore habitués à danser sur ce genre de truc là. Que ça, là, c'est pas maintenant. Mhm. Et puis j'ai dit, bon, il y a fois, ils ont sorti le son, ça n'a pas vraiment fait ce que ça devait faire. OK. Et je pense que, comme il a vu que ça n'avait pas pété, ben, il a repris la gimmick de Poplay de 10 000 pour faire avec Kif Nobit, je pense. Et Ok. là, ça a pris, tu vois. OK. Est-ce qu'à l'époque déjà, Saba était déjà formé? Saba s'est formé fin 2016. En vrai, pour dire la vérité, tout s'est passé dans l'année 2016. OK. Ouais. Tout ça, là, ça s'est passé dans l'année 2016. Saba, ça s'est formé fin 2016. OK. C'est début 2017 qu'on a commencé à faire nos activités ensemble. Mhm. Mais comment vous dites, ouais, venez en créer un groupe qui s'appelle Saba, parce qu'il y a déjà un studio. Si tu me dis que c'est après, il y a déjà un studio où vous avez réussi à placer chez Arafat DJ. Gars, normalement, moi, je suis vous, moi, je continue ma carrière de beatmaker. En tout cas, je ne vois pas plus loin que ça. Non, de base, on ne voyait pas plus loin que ça. Les gars nous disaient, façon Fire chante, façon Hypercute chante, façon toi tu chantes. Bon, je chantais pas plus que ça. Genre, Ouais. j'essayais des trucs en studio, mais j'avais pas encore le courage de me mettre sur scène. Ouais. On nous disait, vous pouvez faire des trucs ensemble, mais on banalisait. Mhm. Et en vrai de vrai, c'est quand Tony Adams de Boss Player arrive dans notre milieu là, Ouais. que l'idée du groupe se fait. C'est-à-dire que de base, il vient signer Fireman. OK. Tu vois, après le projet Fire Telly, tout ça. Ouais. Et nous, on avait déjà un plan qui était de faire le projet Fire Telly. Quand on finit, on passe au projet de Hypercute. Et quand on finit, on passe au mien. Mais c'est entre Fireman et Hypercute que Tony Adams arrive. OK. Donc, quand Tony Adams arrive, il a pour projet de signer Fireman. Ça, déjà, c'est clair. Mais moi, c'est à cette période-là que moi, Paola Audrey, que je salue, Ouais. rentre en contact avec moi parce qu'elle dit que Kif Nobit a besoin de nouvelles couleurs en termes de beatmaking. OK. Et elle me met en relation avec Kif Nobit, avec Didi. Donc, moi, je rencontre Didi. Didi, à l'époque, m'explique que, je ne sais pas s'ils avaient des différends avec Shadow ou bien il y avait quelque chose qui faisait qu'ils ne pouvaient pas bosser avec lui. Ouais. Donc, ils me disent, ils aimeraient bosser avec moi. OK. Donc, à cette époque, je commence à bosser intensivement avec lui. Mhm. Et les gars veulent me signer en artiste à ce moment-là. Didi veut me signer en artiste à ce moment-là. Ah ouais? Oui. Tu vois? Mhm. Et c'est là que moi, il fallait que je prenne la décision de soit signer avec lui et de laisser Memogo, Ouais. soit rester avec Memogo et former le groupe. OK. Parce que, comment il s'appelle? Tony Adams a eu l'idée de former le groupe. Ouais. Et les gars me disent, petit, ça peut être une bonne séance, tu vois. Donc moi, maintenant, il fallait que je choisisse entre moi, ma carrière solo et Memogo. Je choisis Memogo. OK. Et franchement, on salue ce choix-là. Mais moi, j'ai bien envie de préciser le contexte dans lequel on est à cette époque-là. Parce que je sais qu'il y a un moment dans le rap ivoire où Didi Fireman, c'était pas les meilleurs copains. Tu vois. Est-ce que l'époque où il veut te signer, là, on est dans cette époque-là toujours ou on a dépassé Bon, il n'y ça? avait pas d'animosité factuelle. Mais, tu vois, chacun était dans son coin. Ouais. Tu vois, tu connais un peu ce truc-là. Ouais. Chacun était un peu dans ça. Tu vois, Didi était déjà venu au studio pour faire le son Aladji de All Black. Ouais. C'est là que Fire et Didi sont revus, en tout cas devant moi. Il n'y a pas eu de point lancé. Ouais. Ils se sont parlé tranquillement. Il n'y a rien eu, tu vois. Mais il y avait ce petit froid-là qu'on sentait, tu vois. Donc, c'est tout. Mais factuellement, il n'y avait pas de truc. Et quand la boss Paola t'appelle, que je salue aussi, au passage, et que tu vas taffer avec Kif Nobit, c'est quoi comme son que vous faites ensemble? Avec Kif Nobit? Ouais. On bosse dans mon sens, là. Genre, le sample, la trappe, mélanger un peu au truc africain et tout. C'est dans ce sens-là qu'on est. OK. C'est dans ça qu'on fait Éléphant. OK.
C'est dans ça qu'on fait Méli avec Dadju Ouais. et Aboutal. Aboutal. C'est là même que moi, je rencontre Aboutal. OK. C'est dans ça qu'on fait tout Made in Bled, là, Ouais. tu vois. Et ouais. OK, mais là, tu parles de Made in Bled. Mhm. Est-ce que tout le projet Made in Bled, c'est toi à la prod ou bien il y a des sons, c'est pas toi? C'est moi et mon frère, Tous les sons de Made in Bled. je pense, oui. Ah ouais. Ouais. Comment vous faites ça? Parce qu'en fait, on bossait intensivement avec Didi, mais il n'était pas dans. Il n'y avait pas encore la logique d'un projet. Ouais. Donc, on enchaînait les sons. Mhm. Et quand il a fallu qu'il fasse un EP, la majorité des couleurs qu'on avait faites là, Mhm. ben, il voulait ça dans le projet. Tu vois. OK. Donc, au final, il y a eu ça. Il y a eu, je crois, 2 instrus que mon frère a faites, mais dont j'ai oublié les titres. Et en vrai, ouais. Si je me trompe pas, hein, mais en tout cas, la couleur de ce projet, c'est vraiment moi et mon frère. OK. OK. Donc, vous taffez avec Kif No Beat sur Made in Bled. Vous taffez avec Arafat sur Mouvement Patata. Aurore Mélodie aussi. Aurore Mélodie, c'est moi. C'est toi seul. Ouais. OK. Mais finalement, quel temps tu trouvais pour faire avancer Saba? Ben, en vrai, je faisais les trucs avec Didi la journée, je bossais avec Sarah la nuit. Ah ouais. Mhm. Moi, l'époque Saba, c'est une époque qui m'a beaucoup marqué Ok. parce que il y avait une initiative de vouloir s'ouvrir, tu vois, de vouloir Mhm. connecter les gens. Moi, je me rappelle quand je découvre Fior de Bio, après son buzz de Fior de Bio, là, Mhm. c'est Benji Mhm. qui est en feat avec vous Mhm. dans un garage quelque part là-bas. Mhm. Gros son. Mhm. Je pense s'il y a des fans de Fior qui ne connaissent pas, allez taper ça. J'espère que ce son est toujours disponible. Si vous l'avez pas. Ouais, si, Ouais. si. Et donc, moi c'est ça que je kiffe dans le projet Saba. Au-delà de chacun, vos personnalités, Hypercute, toi et Fire, mais il y a vraiment une volonté de se mélanger Mhm. ou bien de montrer sa science aux autres. Mhm. Tu vois, en mode, voilà ce que nous on fait, venez, Mhm. on fait ça ensemble, tu Mhm. vois. Mhm. Moi, je veux savoir, est-ce que c'était quelque chose de préparé ou bien c'est juste quand vous kiffez la vibe d'un artiste, vous le ramenez Non, et puis... c'est con qui fait la vibe d'un artiste. Mhm. C'était pas forcément préparé, mais on savait. En fait, ça allait partir naturellement dans ça parce que les influences de nous trois étaient trop différentes, déjà pour commencer. OK. Fire, c'était vraiment de la trappe pure. Hypercute, il faisait de la trappe, mais il chantait aussi de l'afro. Ouais, Et moi, c'était la folie, en fait. Genre, moi, on pouvait pas me caser dans un genre. ouais, Tu vois, moi, je pouvais partir. En fait, moi, j'aimais créer quelque chose de nouveau. ouais. Tu vois. Mhm. Donc, il y avait ce truc-là. Et en vrai, j'ai envie de dire, on a envoyé pas mal de choses dans cette histoire de rap ivoire là, mais les gars, ils l'ont pas dit. Et ça, j'en veux un peu aux gars. C'est-à-dire que genre, on a fait pas mal de choses au studio, il y a pas mal de trucs que, entre guillemets, vous avez appris avec Ouais, nous, ouais, mais ils ne le disent pas dehors, tu vois. ouais, La logique de se réunir sur des feats ouais, en mode genre comme Nas et consorts, ouais. c'est nous qui envoyons ça. OK. Avec c'est important. Ouais, ouais, C'est la ouais, première fois que tu vois un truc comme ça. ouais. Avec, bon, non, faut pas que j'ai exagéré. À l'époque, il y avait Didi et Suspect qui faisaient ça avec Ouais, 302 Disque d'or Kaja. remix déjà. Voilà, Ouais, oui. Disque d'or remix. Mais single comme ça, où tu prends des rappeurs qui de base n'ont pas de lien pour Mhm. poser sur un son, Mhm. c'est nous qui faisons ça. Tu vois, OK. avec Imra et tout. Mais nous, on n'avait pas ce truc de calculer pour faire du profit dessus. Ouais. Peut-être c'était ça notre erreur. Ce qui faisait que la majorité, entre guillemets, des sciences comme ça, c'est Imra qui récupérait. OK. Ouais, Par exemple, c'est important, je pense que c'est Imra qui prend l'initiative de faire le clip. OK. C'est lui qui voulait qu'on clipe ça. Tu vois. On s'est dit, bon, le petit veut clipper à long. Je ne sais plus si le son est sur la page d'Imra ou si c'est sur la nôtre. Non, c'est sur la nôtre. C'est sur la nôtre. OK. Ouais, non. Mais en tout cas, tu vois, à cette époque-là, avec Jojo le Babu, on avait invité MC One, on a invité plein de gars de l'époque, tu vois. Et c'est dans ça que on s'est dit, on a pu faire ça une fois, c'est mieux, on fait un projet avec ça. Et c'est là qu'on vient sur Défense. Ouais. Et on s'est dit qu'on va ramener plein de gars pour faire des trucs et tout. Ouais, et même ça ne s'arrêtait pas à du local. Hein. Je crois qu'il y a Fababy dessus. Oui, Ouais. bien sûr. Il y a Fababy. Moi, ça m'intéresse parce que on parle du studio qui a Angré 9B. Star 9B, ouais. Star 9B, pardon. Mhm. Et
On sort un projet, il y a Fababy dessus. Comment la connexion, elle arrive? C'est une connexion hasardeuse, man. C'est Habib Marwan, qui est l'ancien manager d'Arafat de l'époque, qui lui avait des liens avec Fababy OK. et qui voulait trouver un beatmaker pour le projet de Fababy. En fait, genre, je sais pas s'il était commissionné pour ça, mais en tout cas, c'est lui qui faisait ce travail-là. Ouais. Et genre, quand on s'est rencontrés avec Yoro et tout, il avait vu un peu comment je bossais et il me disait, ah, ben, tu vois, il y a Fababy qui vient à Abidjan, il veut faire un projet Côte d'Ivoire et tout. Est-ce que ça t'intéresserait de participer? J'ai dit, OK, tranquille. Il m'a dit dès le départ qu'il n'y a pas forcément les fonds de fou dès le départ, mais est-ce que ça... J'ai dit, ouais, allons. C'était la passion, en vrai, qui me poussait, tu vois. Et puis, on commence comme ça. Tu vois. Et même en vrai, même ça n'a rien à voir avec Fababy, mais quand on parle de passion et de non-calcul, c'est comme ça qu'on bosse avec Ezama Fogg. Ouais. Parce que de base, Ezama Fogg, il fait son freestyle, ça commence à péter et tout, un peu sur Internet. Ouais. Mais personne ne lui propose quelque chose de concret, genre, viens en studio, on fait. Ouais. Et la vidéo, c'est Fire qui découvre ça. Il nous la montre, on se dit, mais lui, il est lourd. Et puis en plus, sa vibe, là, c'est différent. Ouais. Est-ce qu'on va pas venir le faire venir au studio? Il est venu au studio. On a vu sa vibe et tout. Le son qu'il avait fait à l'époque, le freestyle qui était Tchekoubou, c'était déjà lourd. Mais le truc, c'était, tu vois, c'était tout un freestyle sans vraiment de sens. Donc, en fait, on a créé une instru. Je fais une instru à cette époque-là, qui est l'instru de Tchekoubou. Ouais. Il pose ses vibes, on structure le tout pour que ça ressemble à ça. Et au moment de le sortir, il s'est posé la question de le son appartient à qui. Mais on était très nuls en business à cette époque-là. Et genre, on voyait le fait de les faire signer des contrats trop longs. Ouais. Donc on s'est dit, vas-y, tu vois, on l'a poussé, vas-y, on en fait. Et puis, voilà, en termes de reconnaissance, on verra le retour. On tourne ensemble, tu vois. Et c'est comme ça que Tchekoubou sort. Wow. Donc, il n'y a eu aucun contrat pour Tchekoubou. Rien. Mais comment vous rentabilisez ça? On n'a rien rentabilisé, man. Wesh. OK. Avant de parler business, parler business, moi, j'ai envie de parler musique et j'ai envie de parler de la prod de Tchekoubou. Si ma mémoire, si ma mémoire est bonne, Tchekoubou, c'est la prod simple, là. Je crois 2 ou 3 notes de piano, un rythme en bas et on bouge. Ouais. À quel moment? C'est qui à la prod? C'est toi seul ou c'est... Non, c'est moi seul. À quel moment tu te dis, il a fait un freestyle comme ça, moi je vais faire une prod de ce style-là pour lui? Parce qu'à cette époque-là, on se remettait beaucoup en question au studio. Ouais. Il y avait le modèle économique de Kiff No Beat qui dominait le marché. C'est-à-dire qu'en tant que rappeur, pour se faire voir, il fallait faire du coupé, décalé un peu. Ouais. Ou il fallait faire un type de rap que nous, les rappeurs, on ne considérait pas comme du rap. Ouais. Mais c'est ça qui tabassait. Ouais. Et on a beaucoup fait ça. On a fait plein de sons dans ce sens-là qui n'ont jamais marché. Ouais. Et c'est un moment quand on a vu qu'on courait dans tous les sens et qu'on faisait des shows où les gens ne nous remarquaient pas parce qu'on faisait des sons qu'ils ne comprenaient pas et en plus on défendait des sons qu'on n'aimait pas. Ouais. On s'est dit, ah les gars, Joe, venez, on fait ce qu'on veut. C'est dans ça qu'on décide d'aller sur la baile funk. Ouais. Mélanger un peu de coupé décalé parce que c'était mon truc. Ouais. Tu vois, c'était mon truc. Genre, c'est moi qui ai vraiment envoyé ça avec, comme ce que je te dis, Songo, tout. Donc, on fait Babier. On fait Woro d'abord, qui est baile funk et tout. Et quand on voit l'ampleur que ça commence à avoir, sans médias, sans rien, on se dit, mais en fait, la musique, il y a la puissance dans la musique, ça peut le faire. Ouais. Donc, on enchaîne, on fait Babier. Ouais. Et Babier fait le même effet, sinon voire un peu plus. Je me rappelle du clip là, je crois que c'était au Bao Café. Ouais, au Bao Café, ouais. Et on voit que ça crée un peu plus d'émulation. Si, mais les gars, c'est ça en fait. Ça, c'est ça notre truc. Ouais. Donc, quand Ezama Fogg vient, ben, nous, on le fait rentrer dans notre truc. Donc, moi, j'ai l'idée de faire de la baille funk encore sur une note de piano un peu désaccordée, bizarre. Ouais. Juste que ça part avec les accords de ce sur quoi il a chanté. OK. Tu sais, à l'époque, quand moi je découvre la porte, je dis, mais c'est qui a fait ça? Mais
tu vois, il voulait pas faire la prod. J'ai l'impression que le gars, il a fait le minimum d'efforts possible. Ouais. Déjà, je veux qu'on en parle. Ouais. Est-ce que si, de manière auditive, si on entend aussi simple, est-ce que ça a été simple de le faire? Ouais. Ok. Genre, en moins de 30 minutes, c'était fini. Mhm. En moins de 20 minutes, c'était fini. Et il n'y a pas eu de ah, vieux, peut-être que tu dois rajouter des trucs, peut-être que. Ouais. Au contraire, Hypercute, il me cassait toujours la tête pour me dire que tes prods sont trop compliqués. Ouais. Parce qu'à la base, je faisais pas ça. Genre, j'aimais les détails, des trucs. J'aimais que genre, on remarque que j'ai mis un truc dans le background. Des trucs, Ouais. tu vois? Ouais. Mais les gens s'en battent les couilles de ça. En vrai de vrai. C'est la vérité. On s'en fout de ça. Ouais. Genre, la rythmique nous dirige sur comment danser. La mélodie nous fait dire, ah, c'est chic. C'est tout. Ouais. Et après, maintenant, le reste, c'est l'artiste qui fait. Ouais. Donc, à ce moment-là, pourquoi se casser la tête avec des prods super prodés pour que les gens ne remarquent même pas? Tu vois? Donc, moi, base bailée, que les gens commençaient à kiffer, petite mélodie qui collait avec ce que le gars faisait, c'est fini, en fait. Ok. Mais Eza, je me rappelle à l'époque, même après Tchekoubo, vous aviez eu un petit run. Je crois qu'il y a eu Papa Polo, il y a eu des sons, tu vois. Et après, il a fait un son avec Tamsir, Tchoukou Inde. Déjà, moi, j'ai entendu que Tchekoubo avait eu 2 prods. Soit c'est Tchekoubo, soit c'est Tchoukou Inde, mais je sais qu'il y a un son de Eza Mafok où tu avais prodé et Tamsir avait prodé aussi dessus. Non, c'est Tchekoupo déjà de base. Le freestyle n'était pas sur ma prod de base. Ok. Le freestyle c'était sur une prod téléchargée. Ok. Et c'est quand il est venu que nous on a fait une prod. Donc peut-être si c'est ça, peut-être que voilà, il y avait un premier freestyle. Parce que le freestyle vidéo là, les gens jouaient ça dans les bars, man. Ouais. Donc probablement que ceux qui étaient habitués à ça, ils ont pu faire la différence entre ce qu'ils entendaient dans les bars et puis ce qui est sorti après. Ok. En tout cas, après Tchekoubo, après Papa Polo, Eza Mafok et les frères sont finalement, c'est-à-dire Piment Sucré, explose. Explose de fou. Tchoukou Inde vient consacrer ce succès-là. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi Tchoukou Inde, c'est pas Mr. B.I? Parce qu'après, il y a eu cette influence du 13 là, qui attirait tous les artistes. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut découvrir des gars et c'est comme s'ils nous utilisaient comme tremplin. Ouais. C'est-à-dire quand ils commencent à se faire connaître, ils commencent à dire « Ah, maintenant, on est au niveau des Didi. » Ouais. Et ils partaient chez eux directement, tu vois. Okay. Ils faisaient de moins en moins chez nous. Ouais. Tu vois. Ça faisait chier parce que de base, voilà, entre guillemets, c'est nous qui vous créons, mais vous ne rendez pas l'appareil comme il faut. Ouais. Tu vois. Et après, bon, voilà, Tamsir répète la même recette de Tchoukou Inde que Papa Polo, genre le même 11 de départ, tu vois, puisque ça avait pris. Je n'en veux pas, hein, tout à son honneur de faire, il a bien fait, le son est chic, le son est lourd, tu vois. Mais genre, il reprend les codes. Et bon, vu qu'on n'avait pas de contrat avec eux, ils n'avaient pas d'obligation avec nous, eux, ils ont la latitude de faire ce qu'ils ont envie de faire, tu vois. Malgré que, et ça m'avait toujours promis que, ah, mon vieux, t'inquiète, les prestats, j'ai venu donner pour toi, mais jamais. Ouais. Ok. En tout cas, rest in peace, le Zamafok. Voilà. Grosse pensée à toi. À un moment donné, Saba, qui était l'un de mes groupes de rap préférés, n'existait plus. Je ne sais pas si ça a été dissous. Je ne sais même pas si vous avez communiqué officiellement dessus. Je ne pense pas. Non. Oui. Vous êtes juste passé à autre chose. Vous avez boire vos fades. Vous êtes parti, etc. On n'a pas compris, mais on a accepté. Tu vois. Le cœur lourd, mais on a accepté. Mais je crois, soit c'est la même période ou avant, où tu repars en bang. Voilà. Quand tu repars en bang, moi, j'ai bien envie de conclure l'épisode Saba. Pourquoi Saba s'est arrêté? Bon, déjà, il y a eu plein de désaccords arrivés à un moment donné dans le groupe. Des trucs un peu personnels que je ne peux pas expliquer parce que ça implique des personnes qui n'ont rien à voir avec le showbiz. Mais on aurait pu, je pense, continuer si je ne retournais pas en France. Je suis reparti en France parce que ma femme est enceinte
OK. Et voilà, il fallait que j'assume mon rôle de père. Donc, je suis parti. C'est la raison principale pour laquelle je suis parti. Après, ça a occasionné tout ce qui s'est Mhm. suivi, tu vois. Mhm. OK. Bon, on était en vrai, on a rallumé les caméras, etc. Mais en off, on avait un sujet. On a parlé de Saba parce que je voulais qu'on clôture ce Ouais, sujet-là. ouais, Mais moi, j'ai bien envie, tu vois, qu'on parle du rap ivoire. ouais. OK. Tu vois. Déjà, pour toi, c'est quoi le rap ivoire? Et à partir de là, on va définir les autres termes. Le rap ivoire, on va dire, c'est la culture du rap mélangée à la culture abidjanaise de Mhm. base. Ouais, Parce que je pense que c'est une culture hip-hop jeune, ouais. tu vois. Parce que je veux préciser que je pense que le hip-hop est rentré dans chaque pays, mais la culture des différents pays dans lesquels le hip-hop est rentré a influencé le hip-hop en Mhm. question, tu Mhm. vois. Donc, le hip-hop de Côte d'Ivoire n'est pas pareil que le hip-hop de France Ouais. et ainsi de suite. Et le rap ivoire, on va dire, c'est la culture hip-hop, rap, plus rap de Côte d'Ivoire mélangé avec les codes abidjanais. OK. J'ai envie de définir ça comme ça. OK. Mais est-ce que le rap ivoire, c'est le rap qui est fait en Côte d'Ivoire? Je te pose la question parce que avant Kif No Beat, avant Garba 50, avant tout ça, il y a eu des rappeurs en Côte d'Ivoire. Tu vois, souvent on nous cite des noms comme Almighty Stezo, on nous cite des émissions comme Maximum, même le père Yves Zogo Junior, pardon, est cité. Du coup, moi, tu vois, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Est-ce que le rap ivoire, c'est le rap qui est fait en Côte d'Ivoire, quelles que soient les époques qu'on considère? Moi, je trouve que le rap ivoire est né un peu après la période de. Un peu après, c'est relatif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'années. Après Garba 50. OK. Avant Garba 50, je ne considère pas vraiment le rap comme du rap ivoire. OK. C'est du rap en Côte d'Ivoire. C'est, pour certains, le balbutiement du rap ivoire. C'est-à-dire que tu as des Rajman, Ouais. tu as des. Des Nash? Des Nash Ouais. qui placent les premières bases de ce qu'on appelle le rap ivoire d'aujourd'hui. Ouais. Eux, on peut encore les considérer comme des gens qui placent des bases parce qu'ils ont un peu influencé les rappeurs d'aujourd'hui. Ouais. Mais ce qui se passe avant, moi, je ne considère pas ça comme du rap ivoire. C'est du rap en Côte d'Ivoire. OK. Je sais que j'ai déjà eu ce débat-là sur Facebook il y a quelques années. Et mes grands frères du hip-hop en Côte d'Ivoire m'ont un peu tapé dessus parce qu'ils se disent que je ne respecte pas les anciens. Ouais. Mais ce n'est pas un manque de respect. Il faut juste considérer les choses. C'est-à-dire, Almighty Stezo, il rappait, mais on n'a pas d'influence d'Almighty Stezo sur le rap ivoire d'aujourd'hui. OK. Mais on a l'influence de Kif No Beat, par exemple. Ouais. Et ça montre que c'est une époque bien à part. Ouais. Tu vois. Le rap d'avant, c'était un rap de Côte d'Ivoire. Il n'est pas... Genre, on ne doit pas cracher dessus, Ouais. mais ce n'est pas du rap ivoire, OK. pour moi. OK. Pour toi, le rap ivoire commence à l'époque Kif No Beat. Oui, ouais. Je ne sais pas si je t'ai entendu parler de Garba 50 à un moment donné. Oui, en fait, Garba 50, c'est vraiment l'ancêtre du rap ivoire. C'est-à-dire que, genre, c'est limite... c'est eux qui ont écrit la Bible du rap ivoire, j'ai envie de dire. OK. Et c'est à partir de ceux-là qu'on a pu avoir tout ce qui s'ensuit. OK. Tu vois. Même des gens qui aujourd'hui ne sont pas forcément considérés, mais des gens comme Twenty Baila et tout, qui parlent de choses de Côte d'Ivoire avec la façon de le raconter de Côte d'Ivoire. Tu vois. Ouais. Je n'ai pas forcément écouté toute la discographie de Almighty et Stezo, mais je ne suis pas sûr que aujourd'hui, si tu fais écouter du Almighty Stezo, c'est des choses qui vont parler au public du rap ivoire. Ouais. Tu vois, c'est plutôt du rap français par des Ivoiriens, en fait. OK. Tu vois. Donc, voilà, moi, c'est ma position. OK. On parlait de Garba 50. Moi, j'ai souvent une réflexion sur le rap qu'on entend là. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que jusque-là, des choses comme ce que Garba 50 faisait, c'est-à-dire raconter notre histoire à leur façon, à leur sauce, mais finalement à notre sauce à nous. J'ai l'impression que c'est un peu parti. C'est vrai qu'avec le petit Tino, là, il avait fait un son avec Black K et Yannick Jones qui avait bien performé, qui pour moi est directement inspiré de
de ça. Mais j'ai l'impression que c'est un peu parti. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui le font, comme si c'est quelque chose qui ne peut plus marcher. Est-ce que déjà tu penses que c'est quelque chose qui ne peut plus marcher? Non, ça peut toujours marcher. C'est juste que, tu vois, il faut considérer le rap ivoire comme un mouvement qui est encore un peu jeune. Ouais. C'est-à-dire, beaucoup de gens n'ont pas encore compris que on a besoin de ton avis, toi. Et on n'a pas forcément besoin que tu viennes soutenir l'avis de quelqu'un. Ouais. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. C'est-à-dire que si Imra ou Kadja ou Jien chantent certaines choses comme ça, toi, le nouveau venu, là, on n'a pas besoin que tu viennes chanter ce qu'ils ont chanté. Ouais. Ou bien chanter comme ils ont chanté. Ouais. On a besoin que tu viennes apporter, toi, ton point de vue. Et dans beaucoup de cas, tu as des gens qui ont des points de vue, qui touchent ça, qui peuvent expliquer des histoires que tout le monde connaît, des histoires que la ménagère, même ivoirienne, peut relate, on va dire. Mais c'est juste que les gens n'ont pas encore confiance en leur karaté. Il faut que tous les rappeurs aient confiance en leur karaté, qu'ils essayent de, à chaque fois qu'ils lancent leur carrière ou leur single ou leurs albums, qu'ils essayent vraiment de venir avec leurs pattes à eux. Ouais. Tu vois? Et ça, avec le temps, ça va venir. On est dans cette période-là où chacun commence à dire « Ah, moi, je ne veux pas faire comme lui. Là. Moi, je veux venir. » Tu vois un peu ce que je dis? On est à ce niveau-là. OK. Tu vois, ça vient. Quand tu pars en bang, entre autres choses que tu fais, tu collabores avec une pépite qui a raconté son histoire à sa façon. Most Wet Girl sur Instagram. Mosty. L'histoire de ta rencontre avec Mosty, je pense on l'a plus ou moins déjà entendue. Mais on est dans RDG. Il faut que je raconte Moi, encore. je dis... Non, tu sais, tu peux juste prendre quelques secondes pour parler de ça. Mais moi, je trouve à chaque fois, c'est important de revenir sur certains sujets. Parce que j'en parlais avec Andy S. On a un public qui se renouvelle. Et qui a besoin de... Et qui a besoin de recomprendre certaines choses qu'ils peut-être n'ont même pas vues, tu vois. Donc, comment tu te connectes avec Mosty rapidement et ensuite, on va rapidement parler d'elle. Déjà, moi, si je la découvre sur Internet, j'étais à une petite fête là, j'étais posé avec une petite boisson alcoolisée. Ouais. Et je scrolle sur Internet et je tombe sur une vidéo d'elle en train de chanter ces petits trucs, s'amuser. Et ce qui m'a captivé, c'est pas ce qu'elle chante, c'est son énergie. Je me suis dit, c'est là. Il y a un truc, tu vois, il y a quelque chose. C'est-à-dire que elle me parle, c'est pas son rap qui me parle, mais elle doit faire du rap, je sais pas. Et genre, j'essaye de... Je fais un post pour me dire, mais celle-là, c'est qui? Est-ce que vous pouvez pas me trouver son numéro? Bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe, les gens me sortent son numéro, je discute avec elle. Et à ce moment-là, genre, vu que j'étais pas encore sur Paris, et je savais pas quand est-ce que je venais, j'avais un frérot qui était sur Paris, Momo Wang, et je lui dis, ah frère, j'ai une meuf là, moi aussi, franchement, c'est quelqu'un en fait, c'est juste que les gens savent pas encore que c'est quelqu'un. Essaye de l'apprendre, de faire des sessions et tout, et on va développer, tu vois. Il me dit, ouais frérot, tranquille. Donc moi, je fais les connexions entre elle et Mosty, et apparemment, on dirait qu'il n'avait pas forcément le temps. En tout cas, d'après ce qu'elle m'a dit, il n'a pas calculé, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, OK, attends, moi, je dois arriver dans pas longtemps. Attends, moi, quand j'arrive, on se connecte, tu vois. Je suis venu, on s'est connecté. Et quand on s'est connecté, bah, en fait, la première fois qu'elle est venue au studio, la première chose qu'elle pose, déjà, c'était la première fois qu'elle venait au studio, et la première chose qu'elle pose, que je lui fais poser, c'est bloquer ta kiss. Ah ouais? En fait, c'est le premier couplet de sa vie. Quoi? Bloquer ta kiss est le premier couplet de Mosty ever. Ah, non, c'est que... Non, on est là. Vous avez dû travailler ça ensemble. Non, moi aussi, j'ai jamais dit écris ça, écris ça. Ah ouais? Non. Tout ce qu'elle a eu à poser à l'époque, là, c'est quand elle quitte chez elle qu'elle vient. Ce qu'elle veut poser, elle pose. Moi, il ne parle pas dedans. OK. Parce que j'avais compris, et c'est là que je commençais à comprendre ça, que ce qui m'a frappé chez elle, il n'y a jamais eu ma main dedans. Donc, pour que ça frappe les gens, il ne doit pas y avoir ma main dedans. Ouais, je vois. Donc, la seule chose que je faisais, c'était les instrus. OK. C'était de faire des structures, des chansons, parce qu'elle ne connaissait pas, ou du moins, elle faisait instinctivement. Ouais, les choses, Elle ne dépassait pas 8 mesures, elle ne dépassait pas 16 mesures. Instinctivement, elle faisait bien. Et lui faire comprendre les façons de poser les mécanismes de studio, boost ici, back ici, Tu vois, c'est tout ce que je lui ai appris, tu vois. Mais en gros, je la laissais faire ce qu'elle veut. OK.
Et c'est de la pure énergie. Les gens, ils ont pris. Maintenant, moi, je pense que elle, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'artistes qui ont pété, ce qui a fait que les Ivoiriens l'ont adoptée, c'est qu'elle incarnait socialement un personnage que les Ivoiriens connaissent bien. Ouais. C'est-à-dire que Mosti, c'est la bonne petite du quartier, un peu chieuse, un peu bandite, que tout le monde connaît, que tout le monde aime bien attacher, mais que tout le monde aime bien. Tu vois, parce que je veux dire, elle incarnait vraiment ça. Tu vois, il y a d'autres cas que je peux citer comme ça, que je pense qu'ils incarnent ça. Et c'est pour ça que les gens les aiment. Un gars comme Imra, il incarne le mal alpha que les gens ont toujours vu en Arafat. Voilà pourquoi cet amour-là, il a. Un gars comme K.S. Bloom, par exemple, c'est le jeune chrétien qui peut-être ne comprend pas certains codes chrétiens, mais il veut vivre sa chrétienté d'une certaine façon. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme lui. Et du moment où il pop comme il pop, ben les gens, ils se reconnaissent en lui. En fait, quand tu incarnes un personnage que la population comprend, c'est là qu'on te charge. Tu vois, parce que, et moi, c'est là que j'ai compris ça avec elle. Ça fait qu'il ne fallait pas que je mette ma main dans ces trucs. Le moment où ça commence à se gâter avec elle, c'est où je commence à diriger les trucs. C'est-à-dire, pas que je ne sais pas diriger un artiste, mais elle fait Oh My God, que beaucoup de gens ont critiqué. Parce que de base, Oh My God, c'est moi qui ai tout top-liné. Oh My God sonne mieux quand c'est moi qui chante. Parce que même, on a bossé avec la beatmakeuse nigériane, j'ai oublié son blaze, mais en tout cas, peut-être que vous mettrez le blaze. Voilà. Et quand je top-linais tous les trucs, elle me disait, ah, you sing? Yeah, you should sing, tu vois. Parce que c'était moi, en fait. Oh My God, c'est moi. Mais dès qu'elle fait des choses qui proviennent d'elle-même, ça passe. Et c'est là que moi, j'ai compris qu'il fallait que je continue de faire comme au départ, que je la laisse faire et que je dirige juste techniquement les choses, tu vois. Donc, voilà. Il y a l'aventure Mosti, je suppose en tout cas que c'est une belle aventure, mais à un moment donné, il y avait eu une sorte de discours en interne où Mosti avait fait un post sur Alain Negbele. Il y avait plein d'histoires qui sont racontées. Je n'ai pas envie que tu reviennes là-dessus, mais je veux juste savoir si les choses sont rentrées dans l'ordre depuis. Oui, les choses sont rentrées dans l'ordre parce que des personnes qui n'avaient pas forcément lieu d'être autour d'elle sont parties, tu vois. Là, aujourd'hui, on bosse sur son nouveau projet et l'énergie est limite comme avant, voire mieux qu'avant, tu vois. Tu étais là, tu as écouté certains sons. Les gars, j'étais chez Hypercute la semaine dernière. Je sais que Mosti arrive. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, il y a des choses qui commencent à revenir dans le bon sens. Mais voilà, il faut que je sois toujours là pour surveiller certaines choses, pour ne pas que certaines choses soient mal faites. Mais en fait, elle, son cas, c'est vraiment une leçon qui montre que en tant qu'artiste, faut s'écouter. Tu peux vouloir rentrer dans un marché et essayer de rentrer dans le moule du marché pour marcher. Mais si tu ne t'écoutes pas, c'est-à-dire si on ne sent pas ta patte, si on ne sent pas ton énergie à toi, si on ne te sent pas en termes de personnalité, ça sera comme de la poussière. Quand on va t'oublier vraiment. Et ça, je l'ai compris et j'essaie de l'appliquer maintenant sur ces projets de maintenant. En Beng, tu n'as pas fait que révéler Mosti. Tu as taffé avec des noms. Il y a un nom que je peux citer comme Barakadama. Il y a un autre nom tel que Taïk. Et je pense qu'on peut faire toute la liste. Il y a le beatmaker ivoirien dont le nom fatigue un peu. Nyadiko. Exactement. Et il y a des certifications, il y a des disques d'or, il y a des disques de machin, trucs. À quel moment tout ça arrive? Moi, je veux bien que tu m'en parles. Parce que quand on t'a laissé là, tu étais Sabah tu étais Mr. BI de Sabah, qu'est-ce que je raconte? Tu étais Mr. BI de Sabah, tu avais déjà fait Aurore Mélodie, tu avais déjà fait Mouvement Patata de Arafat. Donc on sait qui est Mr. BI ici à Abidjan, tu vois. Tu es déjà là. Mais en Beng, ce n'est pas forcément évident. Enfin, je suppose. Donc, comment ça arrive? Bon, déjà, ça arrive pendant le Covid. Pendant le Covid, vu que chacun est chez soi, tout se passe en mode live, Insta. Et Barak Adama, à cette époque-là, il faisait des lives
limite pour recruter des jeunes talents. Ok. À ce moment-là, moi, je bossais dans un studio à Aubervilliers. C'était le studio de Jeff Atiogwe, qui est Ok. un réalisateur ex-ingé son qui a bossé avec Magic System. C'est lui qu'on appelait Jeff le Gaou magicien. Ok. Ok. Et bon, j'avais pas forcément des opportunités de fou là-bas, mais c'était alimentaire. Genre, je faisais des sessions studio, moyennant rémunération et tout. Et c'est à cette époque-là que quand il fait des lives, il y a un pote à moi du nom de Kadosh, je vais drop son nom encore, Ok. qui lui tombe sur Barak pour dire que ah ouais, nous on fait des instrus, genre moi, lui et d'autres gars, on fait des instrus et genre on aimerait bien vous les soumettre et tout. Tu vois. Il dit vas-y tranquille, il donne son mail et là maintenant il nous fait le compte rendu en mode vas-y, il faut qu'on envoie des instrus et tout, ça peut donner quelque chose. Donc on envoie des instrus et Barak Adama il kiffe sur les instrus, tu vois. Et il dit ouais, il veut nous signer tous. Pour moi, dans ma tête, c'est un peu ouf parce que de base, mon premier contact avec Barak Adama, il remonte à 2010. Ok. En 2010, quand la section d'assaut vient pour la première fois à Abidjan, Ouais. ils font des tournées de bars et tout. Moi, je sais qu'ils sont à Abidjan. Ouais. Et moi et mon frère, on se dit, on va les rencontrer dans les bars. On ne sait jamais, peut-être que... Tu vois la mentale de se lever comme un con. En fait, j'ai tout de suite compris. Voilà. On se lève, on se dit, bon, on va aller au bar, malgré que, voilà, on n'a pas forcément les vêtements ni la dégaine pour ça. Ouais. On va essayer de les confronter, leur donner des trucs. Et quand on arrive en boîte de nuit, bon, on tombe rapidement sur les restas, genre les Gims, les Black M, les Lefa et consorts, tu vois. Ouais. L'intimidation fait qu'on n'a pas cœur de leur dire, ah, mon vieux, voici, tant. Donc, à la sortie, pendant qu'ils s'en vont, on a le seum, on se dit, ah, on a été des cons, on n'a pas pu porter nos couilles. Ouais. Ils montent tous dans la voiture et tout, et Barak sort en dernier. Ok. Et lui, il a plus cette énergie d'ouverture. C'est-à-dire, il n'est pas en mode resta. Ouais. Genre, il sort tranquille. Donc, c'est là que moi, je ressens le truc de tomber sur lui. Ouais. Ah, mon vieux, on fait des instrus, que on aime bien te faire écouter. Ah, vous faites des instrus, tranquille. Ah, ok, bon, vas-y, prends mon mail. Tu vois. Il me donne son mail et lui envoie des instrus. On lui envoie des instrus. Son mail, c'est le même mail que j'ai aujourd'hui avec lesquels je lui fais des factures et tout. Ouais. C'est le même mail qu'il m'a donné en 2010. Ah ouais. Sauf qu'en cette période, bon, il ne prend pas les prods, puisque, en vrai, j'ai envie de dire, peut-être qu'il n'a pas regardé, ou peut-être que les prods, elles n'étaient pas au niveau. Okay. Mais j'accepte, tu vois, j'avais pas forcément le niveau aussi. Et on va dire 15 ans après, genre 2010, 2020, non, ouais, 2010, 2022, par là, ça fait moins de 15 ans, 12. Que on tombe sur lui dans le Covid et qui kiffe mes prods là maintenant. Et genre, il vient au studio, il dit qu'il veut nous signer et tout. On accepte et tout. L'année suivante, on signe. Ouais. Et c'est comme ça que ça commence. Du coup, tu te mets à taffer avec lui, etc. Vous faites des prods. Et parmi ces prods, il y en a qui vont être certifiés. Les prods qui vont être certifiés, là. Comment les prods là sont faites? Est-ce que tu es seul déjà dessus? Non, je ne suis pas seul partout. Par exemple, sur I Love You, je ne suis pas seul. Ouais. On est 3 dessus. 3 Ivoiriens. Ouais. Il y a Djiko, Major Black, qui est un peu moins connu d'ici. Ouais. Et c'est à 3 qu'on fait. Genre, je commence la prod avec Major Black de base. Et après, Nyadjiko récupère le tout pour faire le reste de la réal. Tu vois, et puis après, ça sort. J'ai fait un titre avec avec Tiakola et Taïk. Ouais. On est 2 dessus. Avec un autre Ivoirien qui s'appelle MK10. Ouais. C'est quoi le titre du son? C'est pas comme ça. Ok. J'ai fait One Piece. Sur One Piece, on est 2 dessus, avec Sei. Ok. J'ai fait un autre titre avec Niro. Sur celui-là, je suis seul. Ok. Après, j'ai fait le titre avec Kiki Moteleba. Ouais. On est 2 dessus. Avec un autre Ivoiro-malien. Okay. En fait, il n'y a que des Ivoiriens, en vrai, de vrai, tu vois un peu ce que je veux dire. Et donc, en vrai, c'est comme ça que les certifs s'enchaînent. Après, il y a plusieurs
titres qui font 10 d'or, après platine, après diamant. Ouais. Donc, ça augmente les Ouais. certifications. Là, actuellement, ça te fait combien de certifs? Frère, je compte pas. Ok. En vrai, pour dire la vérité, je vais compter parce que là, je suis en train de les commander en physique Ok. pour les avoir tous. Ouais. Là, je pourrais voir exactement ça fait Mhm, combien. mhm. Mais en vrai, pourquoi je compte pas? Parce que ça n'a jamais été mon rêve d'avoir ça. Ok. En vrai, de vrai, Mhm. tu vois, ça vient parce que voilà, ça doit venir. Mais moi, mon rêve, ça a toujours été d'avoir un son qui impacte des gens. Mhm. Parce que de base, quand je commençais la musique, je savais même pas que on peut avoir des certifications et tout, tu vois. Donc, quand je vais tous les sortir en physique, je pense que là, j'aurai le chiffre. Ok. Mais moi, il y a un peu un truc qui me dérange, tu vois, dans le game. C'est que j'ai l'impression qu'on est là et on n'a pas Mr. Bay, tu vois. Parce que j'ai l'impression que tes certifs, on n'en parle pas assez. Je ne sais pas si c'est parce que tu n'en parles pas toi assez ou bien si c'est les médias qui peut-être font la sourde oreille par rapport à ça. Mais moi, c'est mon ressenti. Je ne sais pas si toi, c'est ton ressenti aussi par rapport Ouais, à la j'ai le même situation. ressenti. Après, je ne pourrais pas dire que c'est moi qui fais qu'on n'en parle pas assez parce que quand ça vient, je poste sur les réseaux. Ouais, Tu vois, ouais, je tout fais à des fait. vidéos, je fais des photos dessus. Mhm, Mais les médias choisissent d'en parler ou pas. Tu vois, tu as plein mhm, de médias qui peuvent aujourd'hui parler des clashs, des trucs, mais qui n'ont jamais parlé de mes certifications. En mhm. Ouais, fait, c'est une question d'éducation. Si eux, ça ne les intéresse pas de parler des succès des gens et qui préfèrent parler plus de choses un peu, j'avais pas futiles, mais je veux dire des choses qui font plus racontard, ouais. je peux pas les forcer. Mhm, Tu vois un peu. Je suis content aujourd'hui d'être là, de ouais, parler de ça. Mais c'est clair que c'est vrai qu'il faudrait qu'on parle un peu plus des choses un peu importantes, quoi, des choses qui montrent que bah, les Ivoiriens ils font les choses. Je ne ouais, suis pas le seul à avoir des certifs comme ça. ouais. Tu vois, tu as des gens comme Aina, qui est ivoirien, Mhm, qui en a des certifs, qui a eu des certifs avant moi, mhm. mais on n'a jamais entendu parler parce qu'en fait, beaucoup de médias font pas de recherche du tout. Tu vois, si c'est pour mettre des photos de gros cuits, ben c'est pour mettre faut pas, si c'est pour faire ça, ils sont premiers, mais pour Ouais, faire des recherches, pour mettre en avant les beatmakers et les artistes qui font le travail, ils font pas en fait. ouais. Tu vois, et là, je peux pas les forcer. Tu vois, il faudrait que, je sais pas, tu vois, il faudrait que ils prennent leur travail de journaliste au sérieux, plus que ça. Mhm, mhm. Sinon, c'est des certifications, il y en a plein. Je suis pas le seul à faire ça. Je Ouais, suis peut-être le seul à essayer de faire autant de bruit, ok. tu vois. Et même si c'est pas assez, je pense que comparé à certains, bah, je fais beaucoup plus de bruit, tu vois. Mais il y a Ouais. beaucoup trop d'Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont aux États-Unis, qui ont produit pour des Megan de Stallion. Mes frères, les gars qui ont des pages de rap ivoire, ils savent même pas. Ça n'a aucun sens. Ok, en tout cas, moi, je tenais à ce qu'on en parle, tu Ouais. vois, parce que c'est important, finalement. C'est vrai qu'il y en a qui l'ont fait avant toi, mais toi, tu appartiens, tu vois, à cette génération du rap ivoire, là. Donc, si tu fais des trucs de ce genre-là, je pense que c'est important d'en parler. Parce que c'est vrai que c'est tes victoires à toi, dans un premier temps, mais c'est les victoires de tout le monde. Tu vois, parce que c'est des influences que tu as quand même puisées ici pour aller, que tu as mélangé avec ce que tu connaissais, etc. Donc, voilà, bravo déjà pour ça. Merci. Mais je sais aussi que tu n'es pas que beatmaker. 2025, tu es ici à Abidjan. Pays, est-ce que tu reprends le micro? Ouais, je vais reprendre le micro. Parce que, en fait, pour dire la vérité, je ne suis pas que beatmaker, Ouais, je ne suis pas que chanteur, rappeur. ouais, Je suis un artiste et j'ai besoin de m'exprimer sous les différents angles ouais, sur lesquels je peux. ouais, Et donc, j'ai sorti un titre à Tchéké il y a quelques mois ouais. et je viens pour mettre du son, pour mettre l'image dessus. Ok, Je prépare un titre avec Didi B ok, qui est quasiment fini, mais il reste juste à clipper, ok. que je vais balancer. J'ai... Celui que tu avais teasé là? Ouais, sur TikTok, ouais. Ouais. Mhm. Ouais. Euh, et, euh, et en vrai, il y aura pas mal de choses comme ça Mhm. qui vont drop. Et en vrai, c'est juste genre que les gars soient prêts, quoi. Ok, je sais que tu as, sur Twitter, tu es beaucoup actif là-bas. Mhm. Il y a quelqu'un qui t'avait demandé, ouais, BI, quand sort ton prochain projet? Et tu avais répondu très précisément. Le premier est prêt à 70% ou 75%. Mhm. Tu as dit le premier. Il y a combien de projets qui arrivent? Plus ou moins. En tout cas, minimum 6. Ok.
jusqu'en juin. OK. J'ai un peu tracé le programme. Mhm. J'ai un peu pris du temps parce que normalement, je voulais faire un par mois. Ouais. Bon, janvier est déjà fini. Ouais. Donc, en fait, celui qui est censé sortir en janvier, il va sortir là, tu vois. OK. Comme c'est beaucoup de travail et que je veux exclusivement travailler avec des Ivoiriens, c'est peut-être Ouais. ça aussi qui me ralentit. Ouais. Sur Paris, il y a beaucoup d'Ivoiriens talentueux, mais des fois, le temps fait défaut, tu vois. Ça fait que je ne peux pas avoir forcément ce que je veux des Ivoiriens. Des fois, il faut que je passe par d'autres personnes. Alors qu'en vrai, les codes que je veux mettre dedans, si tu n'es pas Ivoirien, tu ne peux pas comprendre, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça qui traîne un peu, mais ça vient, man. OK. En tout cas, pour aller sur l'exclusivité, le prochain projet, c'est-à-dire celui qui va sortir là en premier, c'est avec mon frère. OK. Ouais, ça sera une beat tape OK. avec mon frère. Et je veux essayer d'expliquer ou de montrer un peu le mood que mon frère et moi, on a en instrumental. Mhm. Tu vois. Mhm. Et à partir de là, je vais progresser. OK. Donc, il y a d'autres projets qui vont arriver. Est-ce qu'il y a des collabs avec des... est-ce que ce sera que des beat tapes déjà? Non, Donc, il y a forcément des collabs avec des artistes. bien sûr. On sait qu'il y a un son avec Didi. Ouais. Le son avec Didi, il sort quand, plus ou moins? On va le clipper d'abord. OK. Il faut qu'on le clippe parce que déjà, on n'était pas sur les mêmes territoires à chaque fois. Là, lui, il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc là, on est sur le même territoire. Je suis en train de réunir les réalisateurs pour pouvoir organiser ça, pour clipper ça. Ça sera très, 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 très vite. Tout va dépendre de la vitesse d'exécution Mhm. des réals. Ouais. Dès que c'est bon, on sort. OK. Mais tu sais, on est actuellement en Côte d'Ivoire où, quand tu dis Didi, il y a un autre nom qui est juste à côté. Oh, ouais. Imra. Ouais. Pour qui tu as fait la prod de Yoruba Trill. Pas que ça, d'ailleurs. Ouais, entre autres, tu vois. Mais qui a été un tube. Qui est un tube même, qui est un hit, etc. Je crois, 10 millions de vues sur YouTube. Est-ce que tu n'as pas peur, vu actuellement le niveau d'animosité, en tout cas ambiante qu'on peut ressentir entre les deux fanbases, est-ce que tu n'as pas peur qu'à partir du moment où tu fais le clip et que tu le sors avec Didi, il y ait des fans qui se désolidarisent de ta musique en mode ouais, tu as trahi le une fois. Parce que actuellement, je ne sais pas si tu le sais, mais tu es beaucoup affilié au une fois. Bon, je suis affilié au une fois peut-être parce que beaucoup de ceux qui écoutent Imra, peut-être ils n'écoutaient pas le rap ivoire avant. Peut-être ils ont découvert le rap ivoire maintenant. Ouais. Sinon, j'ai beaucoup plus été affiché avec Didi et Kif No Beat avant qu'avec Imra, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, autant les gars de la conspiration auraient pu être pas d'accord que les gars du une fois. Mais en fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que la position que j'ai, je suis pas obligé de choisir entre les deux. Ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire? Personne ne peut me reprocher de choisir un camp ou d'être dans les deux camps. Ouais. Parce que j'ai bossé avec les deux avant qu'il y ait cette rivalité-là. Et je bosse avec les deux encore maintenant. Tu vois? Donc, j'ai envie de dire que j'ai la chance de ne pas être dans... de switch entre les deux ou de ramener les deux ou de bosser avec les deux en même temps. Tu vois? Ouais. Juste avant toi, j'ai reçu une étoile je sais pas, je veux dire du rap ivoire ou bien du Maïmouna, etc. J'ai reçu J.L. Amelo pour faire court. Et moi, dans ma réflexion, je lui posais la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché à un moment donné pour le Maïmouna? Étant donné que toi, tu as beaucoup plus d'expérience, tu vois, je vais te reposer la question. Déjà, qu'est-ce que tu penses du Maïmouna? Et selon toi, qu'est-ce qui a manqué? Déjà, ce que je pense du Maïmouna, c'est que je trouve que le Maïmouna, ça peut être une grosse vitrine de la musique ivoirienne. Ouais. Des fois, quand je le dis, je pense que les gens ne comprennent pas. Mais en vrai, j'ai envie de dire, c'est un peu le R&B de Côte d'Ivoire. OK. Tu vois? Et ce que je pense que ce qui manque au Maïmouna, c'est le sérieux du rap ivoire. Il n'y a pas vraiment de sérieux dans le Maïmouna. Genre, ceux qui prennent la peine de planifier leur truc et d'essayer de faire des concerts, c'est Dada. Aujourd'hui, tu vois JR, tu vois. Ouais. Mais il y a beaucoup d'autres artistes du Maïmouna qui peinent à faire ce qu'il faut faire pour être là. Ouais. Ne serait-ce que tu vois un Doupi Papillon, il a une grosse place, une grosse importance dans le Maïmouna. Mais si ce n'est pas chapeauté par quelqu'un du rap ivoire, c'est comme si il ne fait pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vrai, lui, par exemple,
il peut organiser les choses. Il peut dire à toi, passe ici, toi, tu chantes ici, toi, tu fais ici, on va faire un festival. Il peut faire ça, tu vois. Ouais. Mais il ne le fait pas. Peut-être que parce que ça ne l'intéresse pas, je sais pas. Ou peut-être qu'il sent pas le. Il sent pas. Peut-être qu'il sent pas que c'est lui qui doit chapeauter ça. Ouais. Tu vois. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse donner cette impulsion à tous les artistes de faire les choses. Tu vois, pour que le mouvement perdure. Parce que si on continue comme ça, les rappeurs français vont venir prendre ça, en fait. Clairement. Parce que tu sais, il y a aussi, il y a ce point-là dont tu parles, mais il y a aussi une bonne partie de la population qui a un peu vilipendé le truc, tu vois, qui est en mode, ouais, c'est une sous-culture, c'est pas un art noble, tu vois. En mode, le Maïmouna, c'est du coupé-décalé, comme si le coupé-décalé, c'était pas bon finalement, tu vois. Quel est ton avis sur ça? Ouais, moi, je pense que c'est le public du rap qui fait ça. Ouais. Genre, ils sont tellement fans de rap que ils ont tellement besoin de rap aussi soutenu que du rap français que quand ils voient une once de coupé décalé ou bien d'ambiance dans leur affaire de rap, ça les énerve. Il faut juste qu'ils comprennent que, voilà, au jour d'aujourd'hui, chacun a sa musique. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, il y a à manger pour tout le monde. Maintenant, là, il y a à manger pour tout le monde. Chacun peut faire sa musique. Si tu n'aimes pas, tu laisses. Mais les autres, il faut écouter. Béhi, tu es revenu au pays, il y a un nouveau coupé décalé qui est là actuellement. Je l'appelle comme ça, le Biama, où il y a des noms comme Didi Eman, comme Tim De Boy, comme, qu'est-ce que j'oublie, Zadi le King, Azazou Satellite, je vais tous les citer, tu vois. Si je ne m'arrête pas là, je vais tous les citer. Est-ce qu'on peut s'attendre, pendant le moment où tu es là, est-ce que tu y as déjà pensé à travailler avec l'un d'eux sur du Biama? Je me suis déjà entendu avec Didi Eman pour bosser sur un truc. Donc, il y a des trucs qui vont se faire. Il faut juste qu'on s'accorde sur le programme parce que depuis que je suis arrivé, c'est un peu difficile même que mon programme soit bien fait. J'ai des sessions studio tous les jours. Mais avec Didier Han, par exemple, on est déjà d'accord qu'on va faire quelque chose. Après, tu as tous ces gens-là comme Oyoki, comme Fior, que je connais depuis longtemps et que depuis longtemps, on parle de bosser ensemble. Mais tu vois, c'est une question de programme, raccorder les programmes pour pouvoir bosser. Quoi. Et ça va se faire. Moi, j'aime le Biama. Comme Maïmouna, en fait. Tu vois? Donc, ça me plairait tout autant d'avoir ma participation dans ça aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut mixer Biama et rap? C'est déjà fait. Ouais, mais est-ce que... Je ne sais pas comment je vais le reformuler pour que tu captes mon sens. La vraie question que je voulais poser, c'est est-ce qu'on a le droit? Voilà, je pense que c'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'on a le droit de mixer le rap et le Biama? Je pense que c'est déjà fait. Quand tu écoutes les sons Biama, là, les couplets, là, les gars rap, man. Je vois ce que Ou bien il faut quoi? Je vois ce que tu dis, je comprends très bien. Les refrains, là, c'est ambiance, mais que les couplets... Ils rappent, c'est juste que c'est un autre flow, en fait. Ouais. Tu vois? Ils riment tout ça. Ouais. Man, tu vois? Le Biama, c'est ambiance, mais il a une proximité avec le rap. Tu vois? Donc, moi, je trouve que c'est déjà fait. Tu vois? C'est juste qu'on peut pousser le délire, faire des Biama où il y a des messages. C'est ça qui manque. Faire des Biama où il y a des petits messages, faire des Maïmouna où il y a des petits messages. Et encore, quand je dis petits messages, je ne parle pas de dire que, ouais, Congo est en train de casser tout. C'est genre... parler de quelque chose. Tu vois, tu peux faire un Biama qui parle d'amour, tu peux faire un Biama qui parle de... Tu vois, parler de quelque chose. C'est le next level de ça, là, en fait. Tu vois. Mais ça fait pratiquement plus de 10 ans que tu fais du son. Ouais. C'est quoi la meilleure session studio dans laquelle tu as été? Ça, je sais pas. Je sais pas s'il y a l'une des meilleures. Non, je sais pas si j'en ai. Mais il y a des sessions dont je me rappelle, comme la session avec Arafat, la première session avec Arafat, où on a fait Mouvement Patata. Je me rappelle de cette session-là parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette session-là. Certaines choses que je ne peux pas expliquer. Et, mais cette session-là, elle m'a fait m'habituer aux stars. Avant cette session-là, j'avais du mal un peu avec les stars. En fait, je commençais même à me dire que ce n'était pas les stars qui allaient me donner mon nom limite. Ouais, je vois ce que tu dis. Tu vois? Mais cette session-là,
tu vois, déjà, ça m'a appris à gérer un peu Yoro. Ouais. Et je me suis dit, en vrai, si tu as pu gérer Yoro, c'est qui tu peux pas gérer, en fait. Tu vois, ça fait que maintenant, en France, n'importe quelle star, on fait la session tranquille, genre, dès qu'on ferme la porte, t'es plus une star, man. Ouais. Tu vois, c'est ça. Je disais que ça fait plus de 10 ans que tu fais du son. Tu as été un bon moment en Bang, tu es revenu. Il y a une nouvelle génération de beatmakers qui est là. Est-ce qu'il y a des noms qui t'ont tapé dans l'œil où tu t'es dit, ouais, lui, il propose quelque chose? Ouais, il y a déjà mon frère qui est toujours là, Ouais. genre, qui me tape. Je pense qu'on n'a pas assez dit son nom parce que tu Ouais. dis ton frère, GM on this track. Ouais. Qui a produit le titre de Suspect en mode président. Là où il est en mode président. Ouais. Qui a produit ça. Il a produit le titre de Defty Elone, Jobala. Ouais. Il a produit aussi Andy S. Defty Fire. Ouais. Tu vois. Il a coproduit Patata avec moi. Il a coproduit des titres sur Tiff No Beat Made in Bled. Ouais. Il a fait pas mal de trucs, tu vois. Donc, il y a déjà lui, il y a Kidra que je kiffe beaucoup, ouais. Que je trouve super fort. Les Macabel en question, Macabel, Kamikaze, ouais. Nike, on the track. Ouais. Qui encore En vrai, ils sont tous bons, tu vois. C'est juste que le problème que beaucoup avaient, c'est qu'ils arrivent... Manu Beat. Ouais. Le problème que beaucoup avaient, c'est qu'ils ne s'accrochaient pas à des artistes. Je pense que c'est important pour un beatmaker de se positionner avec un artiste. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est ce qui va faire qu'on va te remarquer, qu'on va voir ta couleur, qu'on va voir que... Tu vois un peu, tu es rattaché à un univers. Et il y a beaucoup de beatmakers qui font un peu de tout. Tu vois, qui font de l'alimentaire, ils reçoivent leurs clients, font leur truc. Si ça a pété, tu vois. Alors qu'en fait, il faut pouvoir développer un artiste avec lequel tu vas. Ouais. Jeune Bonjour, par exemple, que je kiffe aussi, et qui, lui, je ne sais pas si son nom est très popularisé, mais je pense que dans la niche rap un peu new wave, les gens le connaissent, tu vois, beaucoup. à cause de With Guns. Tu vois. Donc, je pense que les beatmakers, ils gagneraient beaucoup à avoir des artistes un peu références. Ok. Je disais en début d'interview que je souhaite en tout cas que les nouveaux beatmakers suivent cette interview-là. Si tu devais donner un conseil à un beatmaker là qui vient d'installer FL Studio ou Pro Tools ou je ne sais pas quel autre outil d'MAO, ce serait lequel? Il faut créer ta couleur. Il ne faut pas essayer de faire forcément comme les autres. Parce que plus tu fais comme les autres, moins tu as de chances qu'on te remarque. Suis ton intuition, écoute beaucoup de musique et fais le truc qui te plaît. B, on est pratiquement au terme de notre conversation. Est-ce qu'il y a une question que je devais poser, que je n'ai pas posée, ou un sujet que tu voulais aborder, toi, personnellement? Non, peut-être la place féminine un peu des femmes dans le milieu rap ivoire afro un peu. Ouais. Ce côté-là, il me tient à cœur parce que je trouve que pour moi, il y a un genre musical qui peut arriver et qui sera soutenu par les femmes, c'est le R&B, je pense. Ça peut être contresens, genre en mode, lui, il dit quoi? Mais en vrai, là, il y a moyen que ça arrive. Et quand je pense au R&B, je pense à des artistes comme Esme, qui est ma femme, accessoirement, on va dire, puisqu'ici, le lieu, c'est de parler de sa carrière, qui a beaucoup de talent et que je suis en train d'aider à développer. Il y a Diane, il y a Ayane, il y a Moula, qui peut-être ne s'inscrivent pas ou elles-mêmes ne se voient pas comme R&B, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour R&Btiser ça, en mélangeant du Maïmouna ou même du Kunchala, ou tu vois, faire quelque chose. Et je pense que c'est la prochaine vague qui va faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Et tu vois, des Sarafina,
ou Christelle qui font Ouais. beaucoup de débats, Mhm. mais Sarafina est un peu plus coupé-décalé rap, Mhm. mais Christelle est plus coupé-décalé R&B. Mhm. R&B encore, tu vois, Mhm. parce que je veux dire. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Ok, tu m'as droppé un nom, tu as parlé de Sarafina. Yeah. Let's go. Ok. Sarafina. Parce que Yeah. je sais qu'il y a plein de gars qui te disent ouais, il faut que tu taffes avec elle, Yeah. faut que tu taffes avec elle, parce que ça peut matcher. J'ai vu aussi un remake que tu as fait de son son qui a marché là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive là? Qui arrive, je sais pas, mais il y a quelque chose qui se fait. Genre, son équipe m'a contacté, Ouais, j'ai envoyé des prods et tout. Ils sont en train d'analyser ça. ouais. Je vais voir comment ça évolue. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Ok. Tu vois, ça peut, entre guillemets, paraître un peu décousu pour certains. Mais, Ouais. tu vois, c'est un nouveau truc. Genre, en fait, c'est ça. Et souvent, il faut que les gens soient un peu indulgents. Quand c'est nouveau, ça peut pas être parfait directement. Ouais. Tu vois, et moi, je pense qu'elle a un nouveau truc. Elle incarne une image qui est carrée, tu vois. Et elle peut opérer sur un marché où aucun Ivoirien n'a opéré. Genre le marché anglophone, tu vois. Ouais. Et je pense que ça mérite d'être poussé, ça mérite d'être bien dirigé. Et voilà, ça peut créer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Hein. Mais... Ok. C'est quoi ça, c'est la dernière des dernières questions promis de fou. C'est quoi le visage que tu veux laisser de toi dans ce game-là? Je veux laisser le visage de quelqu'un qui a permis de positionner la musique ivoirienne dans le monde entier et de la vulgariser dans le monde entier au point où, dans n'importe quel quartier du monde entier, on puisse dire « Ah ouais, ça, c'est les Ivoiriens qui font ça. » Ouais. Ah, c'est ça, moi, je veux. Ok. Merci beaucoup, BI, d'être venu. Merci à toi. Pour cette conversation. Je ne sais pas combien d'heures ça a duré, mais je pense que ça a mis le temps qu'il fallait. Peut-être c'est un record. Ouais, c'est un bon record. En tout cas, merci d'être passé et on te souhaite que du bien pour les 6 EP qui vont sortir entre maintenant et juin 2025. Ok. Merci, je suis reconnaissant. Très reconnaissant. Très reconnaissant. Ok, merci, on a bougé.